que c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par vous, docteur Elaïla, c'est l'importance de l'art. Le fait que l'art permet de transcender un certain nombre de conflits qui semblent a priori irréconciliables, et le fait que parfois, par un miracle extraordinaire, avec quelqu'un avec qui a priori on ne va absolument pas du tout s'entendre, on va tomber d'accord sur une chanson, sur un tableau, sur un film, sur une émotion à un moment donné devant la beauté. Et c'est pour ça que, et puis, alors il y a cette dimension sur le fait que Fayrouz chante l'humanité, et puis il y a le fait que dans ses chansons, elle s'adresse à tout le monde. Et ça passe par l'éclectisme musical de sa carrière, qui quand même, enfin, elle commence en chantant dans le style d'Asmahan, des chansons qui sont sur des formats encore assez longs, qui parfois s'inspirent d'arias d'opéra, des taktuka, des choses comme ça, parfois un petit peu dans le registre d'Um-Kalsoum, jusqu'à la bossa nova, et à la funk, à la fin des années 90, avec son fils Ziad Rahabani, qui était effectivement un enfant terrible, qui était très provocateur, qui était extrêmement engagé, et qui a grandi dans un milieu aussi extrêmement politisé. Il y avait cet engagement anticolonial très profond des frères Harbani, un engagement très socialiste, communiste, et Ziad s'est inscrit dedans et a poussé tout ça, et Fayrouz a accompagné tous ces mouvements. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de la question, je crois que c'est vous, madame, de la prise de position. Et effectivement, moi je trouve que c'est une prise de position inouïe quand son pays est bombardé, qu'on a les moyens de partir, que de dire je reste. Et de pas partir, et de juste partir pour donner un concert aux États-Unis et 2 concerts à l'Olympia, et reverser tous les bénéfices de ces concerts aux enfants et aux parents des enfants victimes de la guerre dans les hôpitaux. Et là, dans cette période terrible qu'est en train de traverser l'humanité, parce que je pense que on a tendance à réduire cela au conflit israélo-palestinien, mais en réalité, ce qui s'est passé a traumatisé l'humanité, le monde entier. Je pense que il va falloir vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'art, beaucoup d'amour, beaucoup d'abnégation pour réussir à vivre avec ces images absolument cauchemardesque, dantesque qu'on a vécu passer l'an 2000 quand même. C'est extraordinaire d'horreur. Et ça, je pense que dans l'inconscient collectif, eh ben, une femme qui, en pleine guerre civile, a décidé de ne pas prendre, une chrétienne qui a décidé de ne pas prendre position et qui a décidé en plus de ne pas partir, et en plus justement de garder cette retenue du chant et de dire tant que ce sera la guerre, je ne chanterai pas, mais je resterai là. Je trouve que c'est un modèle d'amour pour l'humanité extraordinairement courageux et important. Bonsoir tout le monde. Ravi encore une fois d'être là et de pouvoir m'exprimer autour du livre qui est programmé ce mois-ci. Ce livre sur Fayrouz, au nom du public ici présent, je remercie Marjorie pour ce livre. C'est vrai, quand je l'ai reçu et parce que je suivais un peu avec toi la sortie du livre, et je me suis dit pourquoi un livre sur Fayrouz. Mais une fois on a fini de lire le livre, voilà, on sort avec cette conclusion que Marjorie vient de relever, à savoir l'urgence et l'importance de l'art actuellement, après, comme tu l'as bien dit, ce qu'on a vécu pendant 2 longues années terribles, marquantes, traumatisantes, qui constituent une sorte de point de bascule dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Moi, ma lecture de Fayrouz, c'est-à-dire le livre,
avec ce sous-titre Je chante l'humanité. Cela dit, tout le courage et l'humanisme d'une femme, comme tu l'as bien dit, en pleine guerre civile, avait choisi de rester sur place. C'est un signe de courage, de détermination, mais aussi une forme de résistance. C'est une leçon de résistance donnée par une femme, cet être que l'on juge et que l'on pense fragile. Mais Fayrouz, moi, le souvenir que j'en garde depuis que je suis toute petite, bon, Fayrouz, c'est mon père. Hein. Moi, c'est à travers mon papa que j'ai eu cette première rencontre avec Fayrouz. En fait, tous les matins, le réveil était encore mieux avec la voix de Fayrouz. Et mais quand je la voyais à la télévision, j'avais en face de moi pour la première fois une chanteuse qui n'exprimait pas grand-chose. Voilà, on a un visage fermé, on ne peut plus, avec une expression on ne peut plus sérieuse, et je me posais toujours la question, voilà, une chanteuse, elle est où la joie, le mouvement? Et cela m'a toujours intriguée. Mais j'ai grandi, nous avons tous grandi, et c'est là l'une des forces de la voix de Fayrouz, c'est que c'est une figure transgénérationnelle. C'est ce qui en fait justement une icône, sans vouloir la figer ou la statuifier. C'est une icône, c'est un mythe. Moi, je préférais l'appeler aujourd'hui un mythe parce qu'elle est transgénérationnelle et elle est transnationale. À la page 110, j'ai aimé ce paragraphe où vous dites, lors d'un spectacle, elle donne un concert, et là tout le monde est assis comme des écoliers, et là vous avez les Druzes, les sunnites, les chiites et les chrétiens maronites qui étaient là, et tout le monde attendait que Fayrouz chante pour enchanter tout le monde. Et là, ça nous rappelle le rôle et la mission de l'art et de l'artiste. C'est l'art est là pour, en plus de réparer nos blessures, il nous rappelle ce que nous avons en commun. Parce que nous avons tendance à nous focaliser beaucoup plus sur ce qui nous sépare et ce qui constitue justement des facteurs de division et de fracture, de fragmentation dans un monde on ne peut plus fragmenter aujourd'hui. Fayrouz, elle représente pour nous, et peut-être pour toute l'humanité, mais particulièrement pour le monde arabe, c'est une forme de mémoire non officielle, mais c'est une mémoire sensible et affective, sentimentale. Pour pour toutes les générations, je vais dire, pour toutes les générations qui n'a pas été marquée par cette femme qui a refusé toute forme d'engagement, c'est-à-dire on lui propose de prendre position pendant la guerre civile, mais elle choisit de chanter contre l'un des deux camps, et elle reste neutre, et il a toujours résisté à toute forme de récupération de sa voix, c'est-à-dire par toutes les idéologies en place. Fayrouz, ça a été dit tout à l'heure, a été une figure fédératrice. Elle a joué un rôle majeur dans l'unité nationale libanaise, mais aussi dans l'unité, je dirais, arabe. Pour moi, Fayrouz a su transcender toutes les frontières, qu'elles soient politiques, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient linguistiques ou confessionnelles, et c'est ce qui en fait une figure mythique. C'est un mythe aussi, et vous en avez parlé tout à l'heure, justement, qu'est-ce qui en a fait une icône ou un mythe? C'est sa retenue. On en a parlé tout à l'heure de sa discrétion. Voilà, le visage n'exprime pas grand-chose, mais c'est aussi une femme et une chanteuse qui a refusé, à la différence de toutes les stars, cette surexposition indécente, une surexposition médiatique qui des fois frôle l'indécence. C'est une femme discrète sur laquelle on ne sait pas grand-chose. Et je ne sais pas si elle a fait exprès pour entretenir le mystère, mais tout cela lui a donné une aura et un charisme qui en font une femme et une chanteuse exceptionnelle. J'ai encore plein de choses à dire, mais je ne vais pas vous ennuyer avec tout ce que j'ai à dire, parce qu'on est là beaucoup plus pour écouter Marjorie, que je remercie encore une fois. Mais il y a une anecdote. En 2012, j'ai été à Beyrouth pour une formation à Beyrouth pendant 2 semaines. Et là, on était 3 enseignants marocains avec 3 enseignants tunisiens et 3 enseignants libanais, et on suivait des cours pour apprendre à enseigner le cinéma. Et on arrive à Beyrouth et on s'attendait à l'aéroport à ce qu'on entende résonner la voix de Beyrouth un peu partout, dans les taxis, les cafés, les restaurants.
Et là, on pose la question à un moment, on était tellement naïfs et enthousiastes, et on a demandé aux enseignants libanais en face, il y avait une jeune enseignante, la trentaine à peu près, on lui dit, mais on n'a pas entendu Fayrouz jusque-là, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle nous regarde d'un air bizarre et elle a dit, vous savez, nous, notre génération, qui a vécu, en fait, ils étaient petits pendant la guerre civile, et à un moment, vous l'avez dit dans le livre, il a dit, la voix de Fayrouz ne nous rappelle vraiment rien de positif. On est une génération qui appréhende la voix de Fayrouz. Parce que dans leur imaginaire collectif assez jeune, la voix de Fayrouz est associée au trauma de la guerre. Voilà, et c'est dit. Ça a été... moi, quand j'ai eu le livre, je me suis dit, est-ce que Marjorie va citer cet aspect-là, ou bien est-ce qu'elle va tomber dans le piège de l'autrice occidentale française qui va en faire un mythe romantique et qui va éviter de dire que Fayrouz, c'est ça aussi. Et pour terminer, ça nous montre que la carrière et la voix de Fayrouz ont justement été marquées par la guerre. Et moi, l'image avec laquelle je sors de ma lecture de votre livre, c'est que pour moi, Fayrouz, c'est le Liban. Parce que vous parlez à certains moments du départ de Assi, le mari, ensuite la mort précoce de sa fille, et on la voit tel un roc. Fayrouz, elle est là et en toute dignité, elle assume les coups que la vie, que le destin lui a scelé, ce Liban qui est beau. Et je vous le dis, moi j'ai été marquée en 2012, j'étais au Liban et je n'ai jamais vu, sans tomber dans aucune forme d'essentialisation, mais les Libanais ont l'art de vivre cette joie. On l'a vu le lundi, le mardi, les gens étaient dans la rue, ça fumait, ça buvait. Et cette joie, moi je me dis, et en même temps on voyait les traces des balles sur les bâtiments. Et je me dis, ça c'est une forme de résilience, et justement, cette icône, le Fayrouz, incarne ce Liban résilient, résistant, beau, qui incarne à la fois la guerre, la blessure, le deuil, la mort, la tragédie, l'occupation, mais aussi l'espoir, la vie, la joie, et je crois que c'est ce que nous devons tous à Fayrouz, c'est d'être un modèle de résilience, d'espérance, et de remplir sa mission en tant qu'artiste. C'est de nous rappeler notre humanité commune, notre fragilité commune, en tant qu'être humain vulnérable, fragile, mais aussi capable du meilleur comme du pire. Merci Marjorie, merci à vous. Pour justement répondre à la question du titre, du choix plutôt de chanter l'humanité, ce que vous avez choisi comme titre, eh bien, comment moi je me permets de voir la pertinence de ce que vous avez écrit. L'humanité, c'est un mélange écrit en vers. C'est un poème où aversion, amour, division, unité, conflit, empathie et égotisme se mêlent. Et Fayrouz a pu disséquer son sens et extraire l'essence de la beauté que d'être humain. Elle a pu ressentir ce que ressent l'autre, et elle a pu le chanter. Fayrouz n'incarne pas le Liban, comme vous avez dit seulement, mais donc le monde, par la puissance de sa voix, de son émotion, l'émotion humaine qu'elle transmet, et par la puissance de ses paroles aussi. Elle a pu voir la lueur dans cette espèce où sévissent guerre et conflits, et elle a pu la transmettre par sa simple voix, et l'émotion qu'elle transmettait aussi. Merci. Avant la télé, on écoutait la voix de Fayrouz. Et quand on l'a vue à travers la télévision, on était tous étonnés par cette presque rigidité. Je n'irai pas jusque-là, mais presque. Comme je disais, mais là, je voudrais vous remercier parce que vous avez mis des images, des photos. Et effectivement, il y a une seule photo, pratiquement, où elle sourit. C'est quand elle vient embrasser Kaltoum. Oui, c'est vraiment quelque chose. Oui. Vous voyez, c'est là où on la voit, avec le sourire. Par contre, elle sourit moins quand elle voit Dalida, qu'elle aimait beaucoup. Regardez les photos. Il faut voir aussi les photos, c'est à lire et à méditer les photos que vous avez bien choisies pour illustrer votre livre. Merci infiniment. Mais alors pour les photos, les archives, j'ai une chance extraordinaire. Alors je dois vous dire qu'avec mon éditrice, on a traqué
On traquait et c'était devenu un jeu entre nous de trouver une photo sur laquelle Fayrouz souriait. Exception faite de celle avec Kalsoum qui fait partie de sa collection personnelle à Isabelle Sayaboutis. Et on a trouvé une deuxième photo qui en fait est une capture d'écran du film de Frédéric Mitterrand qui avait fait un documentaire sur Fayrouz où on la voit esquisser un sourire. Mais le seul vrai sourire, vous avez raison docteur, c'est avec Kalsoum incontestablement. Et si vous regardez bien la photo, je vous en prie. Je crois que la main qui va la main d'Kaltoum lui rendait bien ce sourire. Regarde, et il l'a pressé de ses mains, et je crois que ce sont deux grandes dames de l'art, du grand art, de la musique, des belles paroles à chanter, qui finalement, dans cette empreinte-là, étreinte, sourire, c'est quand même, il faut aussi regarder les images, les photos qui sont bien choisies, bien ciblées, et je crois que vous nous redonnez l'envie d'écouter encore et encore Fayrouz. Hein? Et cette fois-ci, j'allais dire en personne avertie. Hein? Pas simplement. Merci infiniment. Mais je dois dire pour les photos, parce qu'il y en a beaucoup, que j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que des amis de Fayrouz, des amis très proches, m'ont passé des photos qui n'avaient jamais été publiées. Il y a vraiment des photos totalement inédites qui n'existent nulle part ailleurs parce qu'elles viennent de collections personnelles et qui sont des photos, mais par exemple l'ancienne directrice de l'opéra de Damas, Hanan Kassar Hassan, qui est universitaire aussi et que vous connaissez certainement pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans le milieu académique, ses parents, en fait son père était avocat et a fait découvrir Fayrouz en Syrie. Et donc il avait des photos de Fayrouz toute jeune. Et cette dame a dû fuir la Syrie parce qu'elle avait des grosses menaces avec le régime de Bachar el-Assad. Et donc, elle vit à Doha et elle a réussi à me faire parvenir des photos en passant par quelqu'un qui est allé chez elle. Et enfin, vous voyez, il y a Orlando, le frère de Dalida, qui pareil a été adorable avec moi, qui m'a donné les droits sur les photos de Dalida avec Fayrouz. Et je dois dire que j'ai énormément de chance parce que beaucoup d'amis de Fayrouz ou de gens qui l'ont côtoyé régulièrement, comme Orlando, donc le frère de Dalida, parce que les deux s'admiraient énormément, m'ont confié beaucoup de choses qui sont pas forcément dans le livre, parce qu'il y a des anecdotes qui sont très privées, mais qui m'ont énormément, et qui sont pas scandaleuses, mais qui simplement sont trop personnelles. Mais ça m'a énormément aidé à sentir davantage qui est cette femme. Et ça, j'en suis très reconnaissante à tous les gens que je remercie à la fin du livre. Pardon ? Un exemple d'anecdote, parce qu'on disait que Fayrouz avait un sens aiguisé de l'humour. Micro, s'il vous plaît. Un sens aigu de l'humour. On racontait, les gens qui l'ont côtoyé, certains musiciens, d'ailleurs Youssef peut-être va en dire un mot, disait que contrairement à l'image qu'elle donnait d'une femme qui ne sourit jamais ou qui sourit très rarement, c'est une dame qui a un sens aiguisé de l'humour. Elle disait des blagues, il laissait tout le monde par terre à rire. Oui. Et je profite parce que maintenant j'ai le micro. Deux images, je voudrais vous rappeler deux images. Une qui m'a fait moi particulièrement plaisir, c'est quand le président de la République française est allé jusqu'au domicile de Madame Fayrouz pour lui remettre la Légion d'honneur. Et ça, je pense que ça n'a jamais été fait dans l'histoire, je pense, de la Légion d'honneur en tout cas. Ça, c'est énorme. Et moi, en tant qu'arabo-musulmane ou arabo, faisant partie du monde arabe, ça m'a fait énormément plaisir. Et j'en étais fière. Et puis, le deuxième moment qui est tout récent, c'est la femme digne lors du décès de son fils Ziad. Elle est restée vraiment très digne, pas du tout dans le drame ou
Voilà. Voilà, bravo. Merci. Bravo. Madame Marjorie, ce qui m'a vraiment touché, c'est le fait que vous aviez dit, j'hésitais en fait à écrire sur Fayrouz parce que ça pourrait sembler prétentieux, mais non. Ce que je veux dire, c'est que nous avons vraiment besoin et vivement besoin d'écrivains, d'auteurs, d'autrices et d'artistes qui peuvent révolutionner, honorer l'héritage humain. Dans un sens, bien sûr, Fayrouz fait partie de l'héritage arabe, mais dans un sens global, elle fait partie d'un héritage global et mondial. Comme vous avez dit, moi, quand j'écoutais Fayrouz, depuis mon enfance, je n'ai jamais pensé à sa religion, bien à sa foi. Donc, je l'écoutais comme tout le monde. Ça ne m'importait pas qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Parce que comme vous avez dit, la musique, ça réunit tout le monde, ça réunit l'humanité, ça renferme les blessures et ça aide à guérir l'humanité. Effectivement, ce qui rend votre travail tellement beau et tellement fort, c'est l'appui sur la réconciliation avec l'humanité. Effectivement, quand je lis, quand vous écrivez, voilà, à propos de Fayrouz, et quand vous essayez de relier entre deux mondes, soi-disant un petit peu distincts, le monde arabe et le monde européen, le monde occidental, mais ben voilà, vous arrivez en fait à unir, vous êtes messagère, vous portez entre vos mains en fait une flamme en fait qui ne s'étouffe pas malgré les catastrophes, malgré les tensions politiques que nous vivons aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que vous avez effectivement l'humanité en fait. Personnellement, je trouve que l'humanité honore seulement les grandes icônes, bien les gens, après leur mort. Et là, ce que vous avez fait maintenant, c'est que vous avez honoré Fayrouz alors qu'elle est encore vivante. Et ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de bravoure, et ça met en valeur, bien sûr, votre profil en tant que pionnière, je dirais, dans les études théâtrales, dans l'écriture, quand vous essayez de réconcilier entre monde francophone et monde arabe, donc c'est déjà super et je trouve ça splendide. Et on a vraiment besoin, ça donne envie, ça m'inspire d'écrire et de s'ouvrir sur le monde. Voilà. Mais oui, voilà. Effectivement. Donc ça m'inspire beaucoup parce que ma thèse, elle est déjà axée sur le monde arabe, mais quand je vois qu'il y a des écrivains qui ne sont pas arabes, mais par contre, vous faites partie maintenant de cette sphère parce que maintenant vous avez écrit sur Fayrouz. Donc pour moi, ce n'est pas prétentieux, mais c'est intégral. Et voilà. Donc ça rentre dans Merci. Très rapidement parce que c'est juste pour une petite touche d'histoire. Je crois que tout a été dit et ce que incarne Fayrouz relève effectivement du mystère. Ça a été dit, souligné par Monsieur Benchaban, le mystère d'une voix exceptionnelle, le mystère d'une artiste, d'une femme, et avec tout ce et le mystère de tout ce qu'elle véhicule. C'est ça en fait qui reste mystérieux parce qu'on n'a aucun accès. Vraiment, on peut pas y avoir accès. C'est ce qui montre que c'est une vraie et une grande artiste. Mais pour moi qui suis dans l'histoire, il y a un mystère du pluralisme qu'elle véhicule et de l'histoire plurielle qu'elle raconte, d'abord du Liban, mais pas seulement, parce que le Liban, c'est les Phéniciens, et cette époque-là, c'est ce qu'on appelle, nous, le Cham, c'est-à-dire le côté nord du Moyen-Orient. Ce côté nord du Moyen-Orient, si on le connaît, on ne peut pas ne pas l'admirer parce que c'était vraiment cosmopolite et pluriel à tout point de vue. Au niveau culturel, donc c'est l'incarnation de l'Occident-Orient qui a été soulignée, au niveau religieux, au niveau ethnique, vraiment, cette humanité plurielle, harmonieuse, a vraiment existé dans qui et je crois même si on essaie d'interpréter sa tristesse, la tristesse qui apparaît, parce que quand on comprend cette époque-là qui était vraiment une époque harmonieuse, on ne peut qu'être triste au fond.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, qu'elle raconte aussi ce Liban et voilà, au Moyen-Orient. Et là, j'ai en face de moi un très beau sapin qui est aujourd'hui utilisé et célébré par des chrétiens européens. Mais le sapin, c'était en Orient, à l'époque de Ishtar. Si vous entendez parler les déesses Ishtar de cette époque-là. Et pas plus tard, aujourd'hui, par exemple, il y a un article qui est sorti sur l'usage des Nabatéens, il y a 2400 siècles, du sapin. Tout ça pour vous dire que c'était un usage oriental et qui est devenu occidental aujourd'hui. Et dans notre ignorance, on est un peu perdu, on ne sait plus, alors que tout est en fait tout avait la même origine. Tu n'as rien à dire? Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Leïla. Je suis venue spécialement de Casablanca et je repars de... Oh, si, de Paris, Casablanca, c'est la même chose. Oui, c'est pareil. Parce que c'est le cœur qui m'amène là. Bon, Fayrouz, c'est notre civilisation, au fait. Elle a mis le monde arabe, elle lui a donné ses lettres de noblesse. Parce que on a toujours eu on s'est toujours vu inférieur aux autres. Mais quand une artiste chrétienne chante les cicatrices et les blessures du monde arabe, ça valorise. Ça valorise pour l'Occident, ça valorise pour tout le monde, pour tous les autres. Et donc là, c'est son apport pour moi, le plus important. Au-delà de ce qu'elle est, ce monument extraordinaire, non, elle a porté la voix de la rue arabe et de ses blessures et de sa marginalisation. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait dire un petit mot? On y va pour le mot de la fin avec Marjorie, qui va nous donner ses impressions. Je suis infiniment touchée, je suis très émue et il y a tellement de choses passionnantes qui ont été dites aujourd'hui. Je voulais vous remercier infiniment, je voulais remercier Leïla Bin, je voulais vous remercier toutes et tous d'être ici et particulièrement Leïla de faire en sorte que des espaces existent où chacun peut être le bienvenu, où on a le temps aussi. Parce que qu'est-ce que c'est important dans une époque où on passe quand même beaucoup d'heures de notre vie derrière nos petits écrans de téléphone, qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir écouter des gens, de dialoguer, d'échanger, de se sourire, de se regarder. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que ce salon continuera de vivre longtemps, qu'il accueillera avec autant de grâce et d'intelligence et de bienveillance et de bonté beaucoup de gens. Et voilà, je vous remercie toutes et tous infiniment. Je reste beaucoup plus terre à terre, encore une fois, pour poser une première question à Leïla. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais Ilham ici? Et surtout un jour où la musique est à l'honneur. Absolument. Et parce qu'elle est très bien. Écoutez, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'elle a choisi de se mettre en bord de mer et qu'elle est très souvent pas à Marrakech. La deuxième chose, c'est qu'elle a pris en charge un petit-fils malade. À son petit-fils malade, et qu'elle lui a consacré toute sa vie. C'est tout à son honneur. Voilà. Mais elle était vraiment avec moi. Elle m'a raconté toute la vie de Fayrouz. Elle m'a parlé de Ziad, ou Zaid, comment il s'appelle, son fils Ziad. Elle m'a raconté ses maladies, ses problèmes, ses ceci, et la manière de laquelle composer. Là, j'allais pas rentrer dans tout ça, mais je lui dirai. Ça lui ferait plaisir.
vais citer encore pour Férouz, c'est Ateli Nayawana. Alors, c'est là où j'ai une grande pensée pour Ilham, parce que Ilham avait une école de musique et le luth. Et moi, je fais un petit peu, je me plains pas, mais pendant 4 ans, le médecin pourra comprendre mon problème, docteur, je ne sens plus mes doigts, les 3. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je vous raconte une histoire dans ce cas-là. Quelqu'un qui a eu un grand professeur comme ça, dans une soirée beaucoup plus, si vous voulez, mondaine, quelqu'un a accosté un médecin comme vous en lui disant, docteur, vous savez, Jésus, et il lui a dit, madame, déshabillez-vous. Pour la visite tout de suite. C'est un peu ça. Alors moi, ces doigts, alors, je vais en venir aux doigts. Alors, justement, j'ai pensé au luth, et j'ai pensé donc à Ilham, parce que j'ai gratté un peu le luth pendant quelques années. Et depuis 4 ans, docteur, vous me suivez? C'est la consultation gratuite. Alors, j'ai depuis une semaine, depuis que j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai repris mon luth que je n'ai pas touché depuis 4 ans. Et j'ai commencé à gratouiller un petit peu. Et s'il y avait eu l'Ilham, on aurait pu faire un petit quelque chose. Non, je ne vous, c'est pas un défi que je donne. Il est où, Youssef? Alors donc c'était ça, et ça m'a redonné un peu envie de retoucher à la musique, pas à la flûte, mais au luth. Et je le fais. Maintenant, je recommence tout doucement. Ilham joue. Elle nous a joué à Ilham et à moi. Warda, ce qu'elle nous a chanté. Ah, bien. Elle nous a chanté. Voilà. C'était le mot que je voulais dire. Très belle chanson. On était, alors tu as chanté avec elle. Et moi, avec Anna, j'ai aussi chanté avec mes élèves. Moi, je ne peux pas chanter avec elle. Avec Ilham. Petit détail, je ne chante pas. Je joue du luth. Tu vas danser. Je sais danser. Je sais danser, docteur. J'étais un très bon gâcheur. Laissez-moi vous dire. Te soulager que tu vas danser. Et c'est vrai, Anna, je te dis. Mettez de la musique et trouvez-moi une cavalière, je vous fais une démonstration immédiate. Dans tout le répertoire. Merci de m'avoir prêté votre micro. Je n'ai pas dit merci à Marjorie, d'ailleurs j'aurais dû le faire au début, parce que c'est elle qui est la raison de notre rencontre. Merci à vous. Merci.